Le désert du Sahara ressemble à un film de Mad Max. Chaleur torride, dunes infinies et un paysage dévasté en général. Un endroit où personne ne pourrait vivre, n'est-ce pas? Eh bien, oubliez tout ce que vous en savez. Car il y a 5000 ans, le Sahara était un paradis luxuriant de prairies, lacs et rivières, et abritait une civilisation fantôme qui a disparu sans laisser de traces. Notre histoire commence dans les années 1930, lorsqu'un explorateur hongrois est tombé sur une grotte au milieu du Sahara. À l'intérieur, il a découvert quelque chose de bizarre. Des peintures rupestres anciennes représentant des personnes nageant dans un lac, entourées de girafes, d'hippopotames et de crocodiles. À l'époque, tout le monde a haussé les épaules, en considérant cela comme une représentation symbolique de l'au-delà. Car, franchement, qui pourrait imaginer un lac dans le Sahara? Avance rapide d'environ 70 ans plus tard, lorsqu'un groupe d'archéologues a fait une découverte qui a renversé la situation. Dans un abri sous roche en Libye, ils ont mis au jour 15 momies, ainsi que des paniers, des pots en céramique et d'autres objets du quotidien. Cela peut sembler des déchets préhistoriques pour la plupart des gens. Mais pour les archéologues, c'était comme découvrir une pièce à conviction clé. Ces personnes ne faisaient-ils pas que passer par là? Elles vivaient ici. Vous voyez, ce n'était pas n'importe quelle momie, elle faisait partie des plus anciens humains naturellement momifiés jamais découverts, datant de plus de 7000 ans. Ha ha ha, prends ça, Égypte. 2 d'entre elles avaient encore un ADN lisible. Préservé grâce à un rare processus de momification naturelle, presque un miracle compte tenu de la capacité du climat du Sahara à transformer tout en viande séchée. Les scientifiques ont eu du mal pendant un certain temps à comprendre d'où provenaient ces momies, car l'ADN mitochondrial qu'ils avaient récupéré n'était pas du tout utile. Mais grâce au progrès scientifique, ils ont finalement réussi à effectuer une analyse génomique complète qui a révélé d'étranges secrets. Ces personnes appartenaient à une lignée humaine qui était complètement inconnue, et elles ont vécu isolées du reste de l'humanité pendant des milliers d'années. Pendant des décennies, les chercheurs ont supposé que l'endroit où ils vivaient, le Sahara vert, était comme une autoroute préhistorique, un couloir luxuriant que les humains et les animaux utilisaient pour migrer entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Mais les momies ont démoli cette théorie comme un hippopotame assis sur un château de sable. Leur ADN ne montrait aucun mélange génétique avec des migrants subsahariens et eurasiens, gardant leur gène pur pendant 7000 ans. Leurs plus proches parents génétiques n'étaient pas leurs voisins vivant juste en dessous du célèbre désert, mais certains anciens chasseurs-cueilleurs du Maroc, et même des individus qui vivaient en République tchèque, alors qu'elle n'était même pas encore un pays, il y a 50 000 ans. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire car ces momies portaient également de minuscules traces d'ADN de Néandertal, seulement 10% de la quantité trouvée chez les Eurasiens modernes. Si vous avez fait attention à l'école, alors vous savez que les Néandertaliens vivaient en Europe et en Asie, et que les premiers humains ne se mélangeaient avec eux qu'après avoir migré hors d'Afrique. Mais ces gens du Sahara vert n'ont jamais quitté l'Afrique. Alors comment ont-ils acquis des gènes de Néandertal? La théorie dominante est que leurs ancêtres se sont mêlés aux Néandertaliens en Afrique du Nord il y a 50 000 ans avant de s'installer dans le Sahara et de couper les contacts avec le monde extérieur. Les archéologues ont également trouvé des os de bétail et des outils en pierre et en bois dans cet abri sous roche, prouvant que ces personnes menaient une vie pastorale florissante. Cette découverte a laissé les scientifiques perplexes pendant un certain temps, car, voyez-vous, la domestication des animaux ne s'était pas développée en Afrique. Alors, comment ont-ils appris cela s'ils ne se sont jamais mêlés à quiconque? Avaient-ils des tutoriels YouTube anciens? Probablement pas. Les chercheurs pensent qu'ils ont dû échanger des connaissances avec des groupes voisins, mais uniquement des connaissances, pas de salive. Il est presque difficile de croire qu'aucun étranger ne s'est mêlé à eux. Après tout, qui ne voudrait pas vivre dans une civilisation prospère, au milieu d'un paradis vert, en buvant du lait, en mangeant de la viande et même en utilisant le sang animal comme source de protéines? Miam! Ils n'avaient pas besoin de chasser pour chaque repas, grâce à leur bétail, et l'eau abondante rendait la vie vraiment agréable. Et pourtant, ils n'épousaient jamais d'étrangers. Pourquoi? Peut-être que c'était un choix culturel de ne jamais sortir en dehors de leur propre groupe, ou peut-être que le paysage même les gardait isolés. C'est là que les scientifiques misent. Ils croient que les forêts denses et les rivières qui existaient dans le Sahara vert agissaient comme le panneau défense d'entrée de la nature, créant une barrière géographique qui isole les animaux, les plantes et les sociétés entières. Cette isolation est la raison pour laquelle leurs gènes étaient si uniques. Ces gens-là n'échangeaient pas de baisers avec qui que ce soit d'autre. Mais cette capsule temporelle génétique a failli ne pas survivre.
Pendant la majeure partie de la dernière ère glaciaire, le Sahara était encore plus impitoyable qu'aujourd'hui, une véritable zone morte où les humains ne pouvaient pas survivre. Il y a 70 000 ans, même les gens les plus résistants ont disparu, se retirant vers la vallée du Nil et la côte méditerranéenne. Pourquoi? Parce que la Terre était un tyran climatique. D'énormes glaciers ont volé toute l'humidité, affaiblissant les moussons jusqu'à ce que les nuages de pluie atteignent à peine l'Afrique du Nord. Puis vinrent les coups de grâce. Des armadas d'icebergs ont inondé l'Atlantique Nord, déclenchant des sécheresses dévastatrices à chaque fois. C'était l'ultime époque du défense d'entrée du Sahara. Maintenant, vous vous demandez probablement comment le Sahara est devenu vert après tout cela, pour redevenir ensuite un désert. Eh bien, tout a commencé il y a 15 000 ans. Je n'étais pas là à cette époque, lorsque la Terre se libérait de la dernière ère glaciaire. L'axe de notre planète était un peu instable, et à cause de cela, l'hémisphère nord s'est rapproché du Soleil, recevant ainsi plus de lumière et de chaleur. Cet été éternel a transformé l'Afrique du Nord en un gigantesque aimant à humidité, attirant l'eau de l'Atlantique et la faisant pleuvoir sur le Sahara. Le résultat de cette quantité incroyable de pluie fut une savane luxuriante, dotée de lacs de la taille de petits pays. Mais la période humide africaine n'était pas juste un miracle ponctuel. La vérité est que ce passage éternel entre le vert et le désert a eu lieu plus de 230 fois dans le Sahara depuis que le désert est né. Lors de l'un de ces événements, le Sahara s'est même étendu, devenant plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, lorsque le Sahara vert a fait son apparition, vous pouvez parier qu'il a apporté la transformation ultime de l'écosystème. Ce n'était pas juste une légère couche de gazon. On parle d'une véritable métamorphose. La transformation était si complète qu'elle a même remodelé les populations animales. Les guépards ont soudainement eu du mal avec les nouvelles dynamiques de proie, tandis que les rongeurs, comme la souris multimammaire, prospéraient dans les prairies devenues soudainement abondantes. C'était comme un Tom et Jerry inversé. Mais n'emballez pas encore vos maillots de bain préhistoriques, ce paradis avait des dents. Le Sahara était un labyrinthe écologique de rivières infestées de crocodiles, de moustiques porteurs de la malaria, et de grands félins tapis dans les hautes herbes. Le traverser aurait été comme jouer à une version réelle de Hippoglouton. C'est probablement pourquoi davantage de groupes ne se sont pas installés de manière permanente. Le climat du Sahara a basculé entre des périodes humides et sèches tous les 20 000 ans. Difficile d'appeler cela un code postal stable. Pour la plupart des anciens peuples, il était plus judicieux de considérer le Sahara vert comme un buffet à volonté, prendre les ressources et partir avant que le désert ne revienne. Cependant, cette période du Sahara vert a duré 10 000 ans, laissant à nos bergers mystérieux beaucoup de temps pour prospérer. Mais il y a environ 5 000 ans, l'axe de la Terre a de nouveau changé, les pluies se sont éloignées, et le Sahara s'est asséché plus vite qu'une flaque d'eau en juillet. Alors que le désert faisait son retour, les bergers du Sahara vert n'eurent d'autre choix que de rassembler leur bétail et de partir. Certains chercheurs pensent qu'ils ont migré vers le Nil, posant ainsi les bases de l'Égypte antique. Je suppose donc que leur héritage perdure. De plus, leur lignée pure est peut-être éteinte de nos jours, mais quelques gènes ténus des momies peuvent encore être trouvés chez les habitants de l'Afrique du Nord actuelle. Mais les momies introverties n'étaient pas les seules à utiliser le Sahara vert comme Airbnb. Elles avaient en réalité des voisins juste au coin de la rue, dans un village au bord d'un lac au Niger, pour être précis. Ces personnes ont prospéré pendant 5000 ans et ont laissé derrière eux le plus ancien cimetière du désert du Sahara, comprenant un homme enterré dans une carapace de tortue, un homme d'Halloween souriant avec des dents limées, et une étreinte familiale poignante figée dans le temps, victime des mêmes eaux qui les ont soutenus. Finalement, ces personnes ont également disparu, tout comme cela est arrivé à nos amis antisociaux. Cela prouve que ce désert déjoue tout le monde avec un paysage qui offre le paradis d'une main et le retire de l'autre. Une entreprise de biotechnologie du nom de Colossal vient de faire une annonce des plus étonnantes. Elle affirme avoir ramené à la vie un loup géant après son extinction. Mais est-ce vraiment ce qu'ils ont accompli? Ce qu'ils ont réalisé est bien plus singulier, et peut-être d'une portée encore plus décisive. Leur équipe a conçu un prédateur inédit, ni un clone, ni une réplique, mais une espèce nouvelle. Ces louveteaux sont issus de loups modifiés par édition génétique, façonnés à l'aide d'ADN ancien et mis au monde grâce aux outils les plus avancés de la biotechnologie. Alors, devons-nous craindre l'arrivée des monstres de Jurassic Park? Voyons cela. Le direwolf, ou Canidirus, était un prédateur massif et robuste qui arpentait jadis les plaines d'Amérique du Nord. Beaucoup pensent qu'il s'agissait simplement de loups gris de taille imposante. Mais ne vous fiez ni à leur allure ni à leur nom. En 2021, une étude majeure a été publiée. Une équipe de chercheurs, soutenue par d'importantes institutions,
a analysé l'ADN du Canidirus et mis au jour une révélation stupéfiante. Ces créatures n'étaient pas de simples loups gigantesques, elles constituaient une lignée distincte. Sur le plan génétique, les direwolves ont divergé des loups modernes il y a environ 6 millions d'années. À titre de comparaison, l'humain et le chimpanzé ont suivi des voies évolutives distinctes il y a 6 à 7 millions d'années. Direwolves et loups gris sont donc aussi éloignés l'un de l'autre que nous le sommes des chimpanzés. Leur ressemblance s'explique par ce que l'on appelle l'évolution convergente, un processus par lequel deux espèces développent des traits similaires en réponse à des milieux analogues. Songez aux requins et aux dauphins, profils effilés, mode de chasse marin, mais espèces fondamentalement distinctes. Et les dauphins, il faut l'admettre, sont bien plus sympathiques. Ainsi, lorsque Colossal annonce avoir ressuscité cet animal, l'effet dramatique est fort, mais l'affirmation est erronée. En vérité, ils ont créé, par ingénierie génétique, un nouveau type de loup. Ce n'est ni un direwolf, ni une espèce recensée, mais un organisme synthétique, une créature entièrement inédite. Et cela représente un bouleversement colossal, aussi fascinant qu'inquiétant. L'entreprise a pris pour base le loup gris, dont elle a modifié le génome en y incorporant de l'ADN extrait de restes de Canidirus. Une démarche audacieuse, car, comme nous l'avons évoqué, ces deux créatures ne partagent pas une parenté directe. Elles relèvent de lignées évolutives distinctes. Ça n'a pas empêché Colossal de passer outre. Ils avancent que le loup gris demeure le plus proche parent vivant du direwolf, et que les données scientifiques en attestent. Mais quelles données? Aucun élément n'a été rendu public. Ce n'est là qu'une affirmation. Pourquoi alors qualifier cette créature de direwolf? Selon eux, ces petits en possèdent suffisamment les traits pour prétendre au même rôle écologique. Autrement dit, s'ils se déplacent, se comportent et chassent à la manière d'un loup géant, ne pourrait-on pas en conclure qu'il en tient lieu? Ce raisonnement semble, pour le moins inquiétant. Eh bien, si l'on est attaché au sens des mots, alors non, pas vraiment. Sur les plans biologiques, génétiques et évolutifs, il s'agit d'un loup gris modifié. Est-ce une avancée bénéfique ou un danger latent? Voyons cela ensemble. L'aspect encourageant réside dans le fait que des recherches de cette nature pourraient contribuer à restaurer l'équilibre écologique de notre planète. Des équipes comme celle de Colossal s'emploient à mettre au point des technologies destinées à des causes d'une importance cruciale. Nous n'y prêtons guère attention au quotidien, mais la disparition silencieuse des espèces est constante. Les scientifiques estiment qu'à l'heure actuelle, plus d'1 million seraient en péril. La perte d'une espèce dans un écosystème, surtout lorsque l'homme en est responsable, revient à ôter un bloc dans une tour de Jenga. Au-delà d'un certain point, l'ensemble vacille. Mais Colossal soutient que si l'on ne peut restituer exactement le bloc d'origine, il est peut-être possible d'en façonner un autre, suffisamment semblable pour préserver l'équilibre général. Ils se sont également penchés sur le clonage d'hybrides de loups, roux et de coyotes, dans l'espoir de réintroduire ces animaux dans les écosystèmes américains où les loups roux prospéraient jadis. Les outils mis au point dans le cadre de ces recherches pourraient-ils s'avérer précieux pour la sauvegarde d'espèces menacées. Et l'un des aspects les plus sidérants de ce projet est sans doute la découverte d'un ADN de direwolf encore exploitable par les chercheurs de Colossal, un exploit remarquable en soi. Il existe de nombreux fossiles de direwolf, en particulier dans les fosses goudronneuses de La Brea. Mais évitez d'y plonger le pied. Le problème est que ces fossiles, imprégnés de goudron, contiennent en général un ADN trop dégradé pour être utile. Pourtant, l'équipe est parvenue à mettre la main sur des ossements vieux de plus de 12 000 ans, suffisamment bien conservés pour servir de base à l'élaboration d'un génome de loup géant. Ce n'est pas encore une séquence complète, mais un schéma de référence. Même en mettant de côté l'idée d'une nouvelle espèce, cette avancée demeure majeure, car elle ouvre la voie à une compréhension plus approfondie de ce loup disparu. Nous sommes peut-être sur le point d'en apprendre davantage à son sujet que jamais auparavant. Cela relève presque de l'archéologie à l'échelle moléculaire, et tout cela est enthousiasmant, certes, mais jusqu'à un certain point. Ce qui suscite le plus de débats, c'est la dimension Jurassic Park du projet. Il ne s'agit plus seulement de préserver des espèces existantes, mais de les manipuler. Une démarche qui, sans surprise, a immédiatement soulevé une avalanche de préoccupations. Des voix s'élèvent, tant parmi le public que dans la communauté scientifique, et la controverse ne cesse d'enfler. Autre difficulté, la complexité réelle des écosystèmes, qui ne saurait se réduire à une simple tour de Jenga. Ils sont composés d'un enchevêtrement ininterrompu d'éléments interdépendants, évoluant sans cesse, et ce par millions.
Dès lors, introduire dans cet équilibre un loup de synthèse ne saurait produire les effets jadis engendrés par un direwolf. Les temps ont changé, l'écosystème s'est transformé, et la disparition de l'espèce a été comblée par la nature. Réintroduire aujourd'hui ces nouveaux louveteaux pourrait bien être plus déstabilisant qu'autre chose. C'est pourquoi ces nouveaux loups ne seront pas relâchés dans la nature. Ils ne chasseront ni le bison, ni ne sillonneront les anciennes prairies. Ce monde a depuis longtemps disparu, tout comme leur proie et l'écosystème qui les soutenait. Leur avenir se limite désormais au laboratoire. Mais si un jour, nous commençons à introduire nos propres créatures dans la nature, que se passera-t-il lorsque les écosystèmes commenceront à dépendre d'espèces artificielles pour subsister? Comme on le répète souvent, il est presque impossible de se tirer d'une impasse par la seule science lorsque cette impasse est le fruit de notre propre conduite. Si nos comportements demeurent inchangés, les solutions scientifiques ne relèveront que du sensationnalisme. Quoi qu'il en soit, toutes ces interrogations demeurent aussi cruciales que complexes. Pour l'instant, il nous est permis de souffler. Nul ne tente encore de ramener les dinosaures à la vie. L'ADN ne survit pas au-delà d'1,5 million d'années, et les fossiles de dinosaures sont aujourd'hui pétrifiés. Et l'on ne clone pas à partir de la pierre. En revanche, pour des espèces disparues plus récemment, durant l'ère glaciaire ou même il y a seulement un siècle, les choses sont tout autres. Elles sont désormais à portée de main. Le cas le plus célèbre est celui du mammouth laineux. Ces géants hirsutes arpentaient jadis les toundras septentrionales. Façonnant leur environnement, ils abattaient les arbres, tassaient la neige, enrichissaient les sols. Leur disparition a contribué à transformer des prairies luxuriantes en tourbières moussues, riches en carbone. Aujourd'hui, des chercheurs souhaitent extraire l'ADN préservé de mammouths enfouis dans la glace, le comparer à celui de l'éléphant, en isoler les différences déterminantes, puis créer un hybride, une démarche analogue à celle employée pour les louveteaux Direwolf. Il s'agirait d'un mammouth-éléphant, résistant au froid, recouvert de laine, capable de s'imposer dans la toundra. Une créature assez proche pour occuper la niche écologique laissée vacante par les mammouths. Il y a également le pigeon migrateur, autrefois l'oiseau le plus répandu d'Amérique du Nord, au point que ses nuées pouvaient assombrir le ciel. Mais à force de chasse incessante, nous l'avons conduit à l'extinction dès le début du XXe siècle. Le dernier spécimen connu, Martha, s'est éteint en captivité, en 1914. Son ADN a été préservé par un musée. Et, aujourd'hui, grâce aux avancées de la génomique et de l'IA, des chercheurs s'efforcent de recréer un oiseau vivant capable de se comporter comme un pigeon migrateur. Ceci pourrait contribuer à la régénération des forêts, à la dissémination des graines, et peut-être même à restituer une part du ciel disparu. Enfin, il y a le tigre de Tasmanie, ou thylacine, un marsupial rayé, à l'allure de loup, qui peuplait autrefois l'Australie, avant d'être exterminé au cours du XXe siècle. Son ADN est abondamment disponible. Les musées ont collecté des peaux de thylacine, des fossiles, et même des spécimens juvéniles conservés. Cette espèce jouait un rôle crucial. Elle stabilisait l'écosystème en tant que prédateur régulateur. Elle figure donc parmi les candidates à la résurrection. Le projet consiste à ramener certaines espèces éteintes à l'aide de l'intelligence artificielle, du séquençage génétique et des outils de biotechnologie en plein essor. Mais tout cela requiert une extrême prudence. Sans quoi, ces espèces pourraient perturber leur environnement au lieu de le restaurer. Il y a toutefois un aspect encourageant. Même si le mammouth ne foule jamais à nouveau la toundra, ses recherches sauvent déjà des vies. Prenons l'exemple du rhinocéros blanc du Nord. Il n'en subsiste que 5, dont un seul mâle. Leur extinction semble donc inéluctable. Or, grâce à des cellules préservées et aux techniques de clonage, les chercheurs s'efforcent de reconstruire cette population. Quoi qu'il en soit, tout semble indiquer que nous entrons dans une ère biologique inédite. Une ère dont les débats sont appelés à se prolonger pendant les décennies à venir. Il y a un monstre caché dans les forêts, les marécages et les rivières du bassin du Congo en Afrique centrale. Il a un long cou, ressemble à un dinosaure et a la taille d'un éléphant ou peut-être d'un hippopotame. Du moins, c'est ce que disent les personnes qui prétendent l'avoir vu. Il aurait dû s'éteindre il y a des millions d'années, mais cette version congolaise du monstre du Loch Ness a, pour une raison ou pour une autre, réussi à survivre. Il s'agit du Mokele Mbembe, que l'on peut traduire par « celui qui arrête le cours des rivières », et de plus en plus de gens affirment l'avoir aperçu ces derniers temps. Les explorateurs européens ont entendu parler de cette créature pour la première fois par les riverains du fleuve Congo, au début des années 1900. Un capitaine allemand a même inclus une description du monstre dans le rapport officiel de son expédition.
Les riverains en question lui ont dit que l'animal était de couleur brun grisâtre, avec une peau lisse, un cou très flexible, et une seule longue dent qui est peut-être une corne. Certains ont parlé d'une longue queue musclée semblable à celle d'un alligator. Ils ont également dit que la créature vivait dans les grottes, mais qu'il lui arrivait de gravir les rives pendant la journée pour trouver des plantes à manger. Ces témoins croyaient aussi que l'encas préféré de la bête était une sorte de liane avec de grandes fleurs blanches. Ils montrèrent même au capitaine allemand un sentier que le monstre avait dégagé pour accéder à ces plantes. Et plus important encore, ils le prévinrent que le Mokele Mbembe n'aimait pas les humains et abattait toutes les pirogues qui passaient près de lui. Les dinosaures jouissaient d'un réel succès dans la culture populaire des années 1910, et plusieurs journaux en Europe et en Amérique du Nord écrivirent sur ce monstrueux anachronisme africain. Dans les années suivantes, plusieurs expéditions furent organisées dans le bassin du Congo pour rechercher le Mokele Mbembe ou interviewer des prétendus témoins oculaires. On ne trouva aucune preuve physique directe, mais de nombreux récits furent recueillis. Un zoologiste, dans les années 1980, dit qu'il avait filmé le Mokele Mbembe, mais que son film n'avait pas pu être correctement développé. Des histoires et des films comme Jurassic Park ont entretenu le rêve que des dinosaures pourraient encore se cacher quelque part dans nos profondes forêts. Il est enfin arrivé un moment où les gens ont cessé de parler aussi fréquemment des apparitions du monstre légendaire, si bien qu'on commença presque à l'oublier. Mais tout a changé récemment. De nombreuses personnes prétendant l'avoir vu de leurs propres yeux. Les cryptozoologistes, ces passionnés de créatures mystérieuses, pensent qu'il pourrait s'agir d'un dinosaure qui, pour une raison ou pour une autre, n'a pas disparu, un parent du brachiosaure ou du diplodocus. Cette idée provient de la description même de la créature. Son cou extrêmement long, son corps immense et sa tête minuscule. On dit qu'elle pourrait encore se cacher dans les épaisses forêts d'Afrique. Mais les scientifiques disent que s'il s'agissait bien là du dernier dinosaure vivant, nous aurions déjà trouvé des preuves tangibles, une photo, des os ou des indices signalant qu'il se déplace dans le bassin du Congo. Certaines expéditions parties en quête de preuves ont même utilisé des sonars pour scanner les eaux troubles des rivières et des lacs d'Afrique centrale à la recherche de grandes créatures non identifiées. Certains se concentrent sur un lac isolé, le lac Télé, qui est entouré de jungles vierges et marécageuses. Jusqu'à présent, cette recherche de preuves n'a pas été couronnée de succès. Le fait que de nombreuses personnes pensent régulièrement apercevoir le Mokele Mbembe pourrait résider dans les récents changements de l'écosystème de la région. De plus en plus de colonies humaines s'installent dans l'immense forêt tropicale du bassin du Congo. Les gens ne sont pas habitués à voir de grands animaux dans la forêt. Ils se disent donc qu'ils ont affaire à la mystérieuse créature, influencée par le folklore. Combler les lacunes de la connaissance par une réalité imaginaire est chose courante, surtout s'il existe des récits tout près que tout le monde connaît déjà. Cependant, nous ne pouvons pas complètement exclure la possibilité qu'il existe de nouvelles espèces d'animaux inconnus dans les forêts du Congo, même s'il ne s'agit pas d'un dinosaure. Une autre légende, cette fois mongole, raconte qu'un ver géant vit dans le désert de Gobi. Oui, quelque chose de semblable au monstre que vous avez vu dans Dune. La créature mesurerait près de 2 mètres de long et cracherait un acide capable de faire fondre n'importe quoi. Elle projetterait même de l'électricité. On dit qu'elle passe la plupart de ses journées cachée sous les dunes de sable, mais qu'elle aime sortir pendant les mois plus humides de juin et de juillet. Les Occidentaux ont entendu pour la première fois parler du ver géant du désert de Gobi grâce à un paléontologue américain, Roy Chapman Andrews. Cet homme courageux a probablement inspiré Indiana Jones. En 1926, il a mentionné le monstre dans un livre. En effet, des dirigeants mongols lui avaient en effet fait part de descriptions détaillées de l'effrayante créature, même si aucun d'entre eux ne l'avait jamais vue de ses propres yeux. Selon l'un d'eux, le ver ressemblait à une saucisse d'environ 60 cm de long, sans tête ni pattes. Il était si venimeux que le simple fait de le toucher pouvait instantanément vous ôter la vie. Et il vivait dans les parties les plus isolées du désert de Gobi. Il semble qu'Andrews ne croyait pas à ces histoires de vers géants. Mais il en a tout de même partagé quelques-unes dans un second livre. Ensuite, la légende de ce monstre s'est répandue dans le monde entier. Selon certains récits, il ne mesure qu'1 pied de long. Dans d'autres, il est aussi grand qu'un humain. Certains disent qu'il ressemble à un serpent, et d'autres le décrivent comme une espèce de chenille.
Certaines personnes affirment qu'il a des ailes et peut voler, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un être maléfique surnaturel dépourvu de corps. La couleur de la créature reste également un sujet de débat. Elle va du blanc-gris au marron, parfois jusqu'au rouge vif. Si ces récits sont si différents, c'est probablement parce que la créature n'existe tout simplement pas. En 1983, un scientifique qui visitait la région a entendu dire qu'un vieil homme avait enfin réussi à attraper le mystérieux ver. Il a également appris qu'il y avait un nid à proximité, et il a décidé de tout risquer pour le voir. Mais au lieu d'un monstre effrayant, il n'a trouvé qu'un boa eryx tataricus. Heureusement pour le scientifique, ce serpent n'est pas venimeux. Il a cependant des écailles gris-brun et correspond peu ou prou à la description du ver géant. Lorsqu'il l'a montré aux habitants, ils ont tous dit que c'était là le monstre qu'ils avaient en vue. De grandes expéditions américaines, britanniques et néo-zélandaises se sont rendues dans le désert de Gobi pour tenter de trouver la créature. De nombreux aventuriers solitaires ont également fait le chemin par leurs propres moyens, mais personne n'a jamais trouvé de preuve de l'existence de la bête. Un grand nombre de Mongols sont toutefois convaincus que le ver de la mort est plus qu'une simple chimère. Si vous ne croyez pas à ce monstre du désert de Gobi, que diriez-vous d'aller voir du côté de Lake Worth, au Texas? Selon le folklore local, il y aurait là une créature mi-humaine mi-chèvre, avec des écailles et de longs doigts griffus. Tout a commencé en juillet 1969, lorsque des habitants ont affirmé avoir aperçu une créature mystérieuse dans les environs. Les journaux ont adoré l'histoire et se sont mis en quête de nouveaux témoignages. Un article a déclaré que le monstre avait sauté d'un arbre et était tombé sur une voiture. Un autre, que la créature de Lake Worth avait décidé de lancer un pneu sur un groupe de personnes. Quelqu'un a même réussi à prendre une photo du coupable, et les journaux l'ont publié. Les habitants ont commencé à affluer vers le lac après la tombée du jour, espérant apercevoir la créature, mais personne n'a pu trouver la moindre preuve de son existence. L'auteur de la photographie du monstre a ensuite déclaré qu'il s'agissait très probablement d'une plaisanterie. Le canular d'un petit malin. Puis, un journaliste a reçu une lettre anonyme affirmant que 3 lycéens avaient décidé de se déguiser et de faire peur aux gens. Fin de l'histoire. Malgré cela, certains cryptozoologistes pensent qu'il pourrait s'agir d'une espèce de primate inconnu qui marche sur 2 jambes. Nous ne savons pas si le monstre de Lake Worth est réel, mais ce mystère fait du bien à la communauté. Chaque année depuis 2009, les gens organisent la fête du monstre de Lake Worth. Étonnant. Des scientifiques ont mis au jour une cité enfouie sous les pyramides d'Égypte. Sa taille est vertigineuse, bien au-delà de celle du plus vaste hypermarché que vous puissiez concevoir. Galeries, chambres souterraines, structures verticales. Nul ne saurait dire aujourd'hui à quoi elles servaient. Commençons par le commencement. Des chercheurs italiens et écossais étudiant la pyramide de Képhren ont identifié ce qui semble être des tunnels secrets sous 3 pyramides distinctes. Cette découverte pourrait remettre en question nos connaissances sur l'Égypte antique. L'expédition baptisée Projet Képhren fut dirigée par Corrado Malanga, basé à Pise, et Filippo Biondi, affilié à l'université de Strathclyde, en Écosse. Leur objectif principal consistait à explorer la pyramide de Képhren, la seconde plus grande du plateau de Gizeh. Sous la pyramide de Képhren, les scientifiques ont mis au jour une imposante structure. Serait-ce une ancienne cité souterraine égyptienne? En analysant minutieusement leurs relevés, ils ont conclu que 8 grandes formations verticales, peut-être des puits ou des conduits, se dissimulaient en profondeur. Ces éléments s'étendent sur près de 2000 mètres, l'équivalent de 2 tours Burj Khalifa, et demi-posées à la suite l'une de l'autre. Un indice saisissant de l'ampleur de la découverte. Ces puits descendent également à environ 610 mètres sous terre, ce qui dépasse largement la profondeur des stations de métro les plus profondes au monde, qui excèdent rarement les 120 mètres. De forme cylindrique, ils sont bordés d'escaliers en spirale, évoquant les tours d'un ancien château gothique. Ils mènent à 2 vastes chambres aux contours inhabituels. S'agirait-il de cubes ou de vasques géantes? Chacune semble mesurer plus de 80 mètres de diamètre. Bien que ces structures aient désormais été identifiées, leur fonction première demeure totalement inconnue. Souhaitez-vous une révélation encore plus troublante? L'équipe est convaincue que des accès similaires existeraient sous chacune des 3 pyramides. Autrement dit, elles pourraient être interconnectées par un réseau secret de tunnels, de galeries et de salles enfouies. Et plus bas encore, à près de 1200 mètres sous la surface, d'autres structures, encore non répertoriées, pourraient sommeiller dans les profondeurs. Et cela ne contribue-t-il pas à nourrir le mystère? L'élément le plus saisissant reste peut-être cette hypothèse formulée par certains chercheurs,
Les structures dissimulées autour des pyramides de Gizeh pourraient coïncider avec les légendaires salles d'Amonti. Dans la mythologie égyptienne, ce lieu est décrit comme l'ultime étape des mourants, où l'âme, durant 3 jours, est soumise à un jugement rigoureux et affronte ses terreurs les plus profondes. Mais comment les chercheurs ont-ils pu localiser ces cavités invisibles? Pour ce faire, ils ont mobilisé 2 satellites situés à 680 km d'altitude. En dirigeant des ondes radar vers le plateau de Gizeh, ils ont obtenu des images d'une extrême précision, ensuite recomposées, pour former une modélisation tridimensionnelle du réseau souterrain, incluant les puits récemment découverts. Grâce à la technologie radar à synthèse d'ouverture, ou SAR, capable de traverser la roche, l'équipe a repéré 5 petites structures ressemblant à des salles, dissimulées profondément au sein de la pyramide. L'une d'elles contenait un sarcophage que l'on croyait autrefois être celui du pharaon Khéphren. Hypothèse qui fut largement admise jusqu'à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que cette interprétation était erronée. Le tombeau véritable se situerait sans doute ailleurs. Il reste que ces 5 chambres, jusque-là inconnues, furent révélées uniquement grâce aux récentes explorations radar. Elles semblent disposées en plein cœur de la pyramide, reliées par des corridors souterrains qui s'enfoncent dans le plus bas. Certains avancent que ces galeries pourraient mener à d'autres chambres, ou puits dissimulés, possiblement âgés de plus de 4500 ans, et susceptibles d'éclairer les énigmes, encore irrésolues, des civilisations antiques. Les premières analyses suggèrent que cet espace enfoui est bien plus complexe qu'une simple succession de salles vides. Il se pourrait qu'un grand nombre de structures soient enfouies à proximité des pyramides de Gizeh. Comment l'expliquer? Certains indices suggèrent que l'ensemble comprend des zones excavées, parcourues d'escaliers en spirale qui s'enfoncent davantage. En affinant les images captées, il serait possible de révéler l'existence d'un vaste réseau souterrain, peut-être même les vestiges d'une ville entière, ensevelie sous le plateau. Malgré l'enthousiasme suscité par ces révélations, nombreux sont ceux qui demeurent sceptiques quant à l'existence réelle de cette cité souterraine. Le manque de validation scientifique par des pairs alimente leurs doutes, incitant plusieurs archéologues et spécialistes en imagerie radar à remettre en cause la fiabilité de ces affirmations. Selon eux, les outils employés pour effectuer ces relevés ne posséderaient peut-être pas la précision technique nécessaire pour restituer des images aussi élaborées de ce qui gît sous la surface. Selon eux, les 5 petites chambres repérées à faible profondeur pourraient n'être que des formations naturelles, d'autant que cette région revêtait déjà une importance rituelle bien avant l'édification des pyramides. Certains vont jusqu'à rejeter totalement le recours aux technologies radar dans un tel contexte, les qualifiant de méthodes non validées sur le plan scientifique et mettant en doute leur fiabilité. Cette découverte a également ravivé les débats autour des traditions mythologiques égyptiennes et de la possible présence de manuscrits anciens enfouis sous le plateau de Gizeh. La configuration des chambres nouvellement identifiées rappelle en effet celle que décrivent les récits sur la légendaire salle des archives, un espace mythique censé préserver le savoir primordial des premiers Égyptiens. Si cela venait à se confirmer, ces découvertes pourraient bouleverser la perception que l'on a de la topographie sacrée de l'Égypte. En outre, l'existence de cette cité perdue sous la pyramide pourrait constituer une preuve tangible de structures souterraines, jusqu'alors insoupçonnées. C'est pour cela que l'équipe du projet Khéphren est impatiente d'entamer les fouilles permettant de vérifier ces hypothèses. Toutefois, obtenir l'aval des autorités égyptiennes constitue un processus ardu. Les résultats devront encore passer l'épreuve d'une évaluation par des spécialistes avant d'être validés par le monde académique. D'ailleurs, cette découverte archéologique fait suite à une autre annonce, celle de la mise au jour d'une structure insolite sous la nécropole royale de Gizeh, que certains chercheurs soupçonnent de ne pas être d'origine naturelle. Grâce à des techniques de télédétection, les archéologues ont mis au jour une étrange structure souterraine en forme de L, enfouie dans le cimetière ouest de Gizeh. Cette section est réputée pour renfermer les tombes de membres de la royauté ainsi que de hauts dignitaires. Nombre de ces sépultures sont surmontées de mastabas, des édifices rectangulaires en pierre ou en briques de limon, coiffés d'un toit plat. Or, en plein centre de cette nécropole, subsiste une portion dépourvue de toute structure visible en surface. Pour examiner cette zone encore inexplorée, les chercheurs ont recours à la tomographie de résistivité électrique, ERT, et au radar à pénétration de sol, GPR. L'ERT repose sur l'injection de courant dans le sol et sur la mesure de leur résistance afin de révéler d'éventuelles anomalies. Quant au GPR, il projette des ondes radar dans le sous-sol pour en dessiner les formes selon les échos obtenus. À une profondeur d'environ 2 mètres, les chercheurs ont détecté une anomalie.
Elle semblait correspondre à une structure souterraine en L, mesurant au moins 10 mètres de long. D'après les relevés, il est probable que cette structure ait été remplie de sable après son édification. Cette découverte a conduit les chercheurs à envisager plusieurs hypothèses. Il pourrait s'agir d'un mélange de sable et de gravier, ou peut-être d'une cavité d'air. L'anomalie a été classée comme hautement résistive, ce qui suggère une origine non naturelle. Le professeur Motoyuki Sato, auteur principal de l'étude et enseignant à l'université de Tohoku, souligne que la netteté des contours appuie l'idée d'une structure artificielle. Un autre élément intrigant concernant les pyramides antiques d'Égypte tient à l'idée, longtemps admise par les historiens, qu'elles furent érigées au profit de la royauté et des élites, seules à posséder les moyens nécessaires. Or, des fouilles récentes menées sur le site archéologique de Tombos, situé dans l'actuel Soudan, viennent remettre en cause cette théorie. Il se pourrait que les pyramides de Tombos aient accueilli, aux côtés des élites, les dépouilles de travailleurs de rang modeste. Les membres laborieux des sociétés antiques auraient ainsi pu reposer dans certains des monuments les plus visibles, y compris les pyramides elles-mêmes. Implantée sur les rives du Nil dans l'ancienne Nubie, la localité de Tombos fut annexée par l'Égypte aux alentours de 1400 avant notre ère, lors de sa conquête de la région. Le site fut alors établi dans le but de renforcer la domination égyptienne. On y érigea des pyramides, bien plus sobres cependant que les gigantesques édifices de Gizeh. Les chercheurs ont repris l'étude de 110 squelettes humains exhumés à Tombos, initialement examinés en 2012. Ils se sont concentrés sur l'analyse des anthèses, c'est-à-dire les points d'attache des tendons et des ligaments sur les os. Ce type d'examen permet de mettre en évidence l'intensité du travail physique accompli par un individu. Les contraintes mécaniques répétées lors qu'un travail ardu y laissent des marques nettes, sous forme de relief osseux. Certains ossements présentaient peu de modifications au niveau des anthèses, ce qui laisse supposer qu'ils appartenaient à des personnes aisées. En revanche, d'autres montrèrent des transformations plus marquées, trahissant une vie de labeur et un statut social bien plus modeste. Ces résultats pourraient profondément remettre en cause les idées reçues sur les sépultures pyramidales, notamment l'hypothèse selon laquelle seuls les puissants accédaient à ces tombeaux prestigieux. Cette récente étude suggère que des individus d'humbles conditions auraient eux aussi pu se trouver inhumés au sein de ces édifices emblématiques. Autant l'admettre, la plupart des tombes anciennes ont été profanées au moins une fois. Quelles qu'aient été les rumeurs entourant leur malédiction, la plupart des momies ont également été démaillotées. À une exception, la momie Bashiri demeure intacte et suscite un tel trouble que nul n'ose en percer les secrets. Voici Howard Carter, un nom qui vous est sans doute familier si vous vous intéressez à l'Égypte ancienne. On le connaît surtout pour avoir mis au jour, en 1922, la tombe du pharaon Toutankhamon. Mais rares sont ceux qui savent qu'avant cette découverte majeure, il aurait peut-être trouvé une autre momie. Cette découverte remonte à 1919 et porte divers noms, la momie de Bashiri, celle de Pachéry ou encore l'Intouchable. Selon certains témoignages, Carter aurait croisé son chemin dans la vallée des rois, précisément là où il exhumera plus tard le tombeau de Toutankhamon. Pourtant, cette momie demeure enveloppée de mystère. Ce n'est pas la superstition qui l'a protégée, mais la crainte de provoquer un tort irréparable. Personne ne peut garantir qu'un geste malencontreux pourrait être corrigé. Si finement emmaillotée, elle n'a jamais été déroulée. Les chercheurs redoutent de causer un dommage irréversible à son enveloppe funéraire. Il existe une règle d'or chez les spécialistes des antiquités. Si vous n'êtes pas absolument certain de pouvoir restaurer ou préserver un objet tel quel, abstenez-vous d'y toucher. L'histoire regorge d'exemples de trésors anciens irrémédiablement défigurés, comme le tristement célèbre Ecce Homo, ou la statue au sourire maladroitement restaurée. Le tissu fragile recouvrant son visage arbore un motif singulier, évoquant la forme stylisée d'une pyramide. Bien que les experts restent prudents, il pourrait s'agir d'un cas unique dans l'art de l'embaumement. Toutefois, sans en maîtriser la technique d'origine, le dérouler puis le restaurer sans l'abîmer semble quasiment impossible. Autrefois, qu'ils soient érudits ou pillards, les hommes n'hésitaient pas à défaire les bandelettes funéraires, souvent dans un but d'étude. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'examiner le contenu des sarcophages avec précision, sans avoir à altérer ni ouvrir la moindre enveloppe. Après un examen approfondi de la momie de Bashiri, les chercheurs ont pu déterminer qu'elle appartenait à un homme mesurant environ 1,67 m et ayant vécu durant l'ère ptolémaïque, soit entre 305 et 30 avant notre ère. Cela signifie que cette dépouille remonte à quelques 2300 ans.
Le musée égyptien a révélé que les radiographies avaient permis de déceler une inscription portant le nom du défunt, bien qu'il demeure difficile d'affirmer s'il s'agissait de Pachéry ou de Nenu, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère. Le musée a également tenu à souligner que le luxueux coffret renfermant la momie était orné de scènes richement illustrées. On y distingue le corps du défunt allongé sur un lit funéraire, encadré par les déesses Isis et Nephthys, ainsi que par les 4 fils du dieu Horus. À ses pieds figurent en outre 2 représentations d'Anubis. Il convient de noter que la momie de Bachiri n'est pas la seule à avoir conservé son intégrité. C'est également le cas d'Isetem Kebde. L'archéologue français Gaston Maspero, soucieux de préserver son repos, avait en effet choisi de ne pas ouvrir sa momie, tant son état de conservation était remarquable. Il avait toutefois précisé que la tombe avait été jadis mise à sac. Les radiographies ont permis d'approfondir notre connaissance de cette momie. Les images ont révélé la présence de plusieurs objets enfouis avec elle, notamment des amulettes autour de son cou, de son bras droit et de son front. Il s'agissait de l'épouse d'un grand prêtre. Ces radios ont également mis en évidence des problèmes dentaires et une arthrite touchant ses genoux. Si l'on sait qu'elle est morte à un âge avancé, il reste difficile d'en déterminer la précision. Mais divers documents datant du règne de son fils attestent de la haute estime dans laquelle elle était tenue au sein du royaume. Isetem Kebde n'était autre que la sœur épouse de Pinejem II. Vous avez bien saisi? Ils étaient à la fois conjoints et liés par le sang. Une telle union, aussi choquante puisse-t-elle paraître aujourd'hui, visait à préserver la pureté du sang royal. Un raisonnement comparable à celui des Habsbourg, dont la quête obsessionnelle de pureté aboutit à la consanguinité et à la tristement célèbre mâchoire des Habsbourg. Il ne nous appartient pas de juger les normes ou les pratiques de l'Égypte antique, mais ce que l'on peut affirmer sans réserve, c'est que tant Bachiri qu'Isetem Kebde ont eu la chance exceptionnelle de demeurer intacts. Toutankhamon, pour sa part, n'échappa pas à l'acharnement méthodique des chercheurs, au prix de nombreuses dégradations. Bien que la sépulture de Toutankhamon ait été mise au jour dès 1922, il fallut attendre l'année 1925 pour que les cercueils emboîtés soient ouverts lors d'une campagne de fouilles. Le premier, maintenu fermé à l'aide d'épingles en argent, dissimulait un second cercueil, anthropomorphe, décoré de verres colorés et de guirlandes florales. Des inquiétudes entouraient dans la momie royale, car elle avait été exposée à l'humidité. Le cercueil intermédiaire, dépourvu de poignée et particulièrement lourd, exigeait une extrême prudence lors de sa manipulation. Le 28 octobre 1925, en ouvrant le cercueil intérieur, en or massif et enveloppé d'un tissu rouge, les chercheurs découvrirent enfin la momie du souverain. La momie de Toutankhamon, longue d'environ 185 cm, épousait presque parfaitement les dimensions du cercueil intérieur, qui en mesurait 188. Vous l'aurez deviné, cette marge minime posait un réel problème. Extraire un corps aussi ancien, fragile et desséché d'un espace aussi restreint relevait d'un véritable défi, tant les risques d'endommagement étaient grands et la maniabilité quasi nulle. L'aspect de la momie soulevait des soupçons, elle était d'un noir de jais. Howard Carter, responsable des fouilles, estima qu'environ 2 seaux d'huile avaient été versés sur le corps. Toutefois, on avait soigneusement évité d'en asperger le masque et les pieds, probablement dans l'intention d'assurer une meilleure conservation. Le corps reposait dans le cercueil avec une légère inclinaison, et la différence de concentration d'huile entre les 2 côtés laissait penser que le cercueil avait peut-être basculé lors de sa mise en place dans le sarcophage. Ce liquide, en réagissant avec le temps, généra de l'humidité puis des réactions chimiques internes. Carter qualifia ce phénomène de combustion spontanée lente, qui entraîna la carbonisation progressive des bandelettes de lin. Hélas, la chaleur et l'humidité combinées n'épargnèrent pas les ornements funéraires. Le sceptre et le fléau se désintégrèrent, le scarabée en résine se fissura, et les fils retenant les mains ainsi que les bandelettes commencèrent à se désagréger, rendant l'ensemble du dispositif extrêmement fragile et instable. Avec le temps, les huiles s'étaient solidifiées, agissant comme une colle entre la momie, son masque et le fond du sarcophage. Pour tenter de les séparer, les archéologues exposèrent les cercueils au soleil durant plusieurs heures, atteignant une température de 65 degrés. Malgré cette tentative, la momie resta figée, et l'examen dut être réalisé sur place, sans pouvoir la déplacer. L'examen de la momie commença par les jambes et les pieds, les chercheurs ayant choisi de procéder de bas en haut. En déroulant avec précaution les premières bandelettes, ils mirent au jour le premier d'une série de trésors enveloppés aux côtés du souverain. Chaque découverte fut méthodiquement photographiée et dûment répertoriée, dans le respect des exigences de la documentation archéologique. Les couches internes des bandelettes étaient en mauvais état, largement réduites en poussière.
ce qui compliquait la compréhension de leur agencement initial. Néanmoins, les méthodes employées restaient conformes à celles observées dans d'autres momies nobles de l'époque, avec de nombreux coussinets en lin plié servant à modeler le torse et les cuisses. Les bandelettes extérieures et intérieures étaient confectionnées en lin fin, tandis que les couches médianes étaient plus grossières. Un bandage complexe entourait les épaules, la poitrine et la région de l'aine. Chaque membre, ainsi que les doigts et les orteils, recouverts de capuchons d'or, étaient enveloppés séparément. De plus, Toutankhamon portait des sandales en feuilles d'or aux pieds. Les chercheurs espéraient pouvoir séparer la momie du cercueil en retirant simplement les bandelettes extérieures, mais la résine avait solidement collé le corps au bois. Ils durent donc procéder à un dégagement mécanique, sectionnant le torse au niveau des hanches et désarticulant les bras pour continuer le démaillotage. Pour stabiliser les différentes parties, chaque segment fut traité à la cire de paraffine chaude, puis les mains et les pieds furent réassemblés à l'aide de résine. La tête, collée au masque funéraire, fut détachée avec des couteaux chauffés. Afin d'examiner la dentition, une incision fut pratiquée autour de la mâchoire et du cou, réparée ensuite à la résine. Techniquement, les scientifiques firent tout ce qui était en leur pouvoir pour préserver la momie. Pourtant, malgré leurs efforts, elle subit des dommages irréversibles. Et vous, qu'en pensez-vous? Auraient-ils dû la laisser dans son sarcophage, ou ont-ils agi à bon escient? Partagez votre avis dans les commentaires. Quoi? Une immense île volante juste au-dessus de votre tête. À l'ère de l'IA, vous pensez peut-être qu'il s'agit d'une vidéo générée par un réseau neuronal, mais vous devez savoir que premièrement, c'est tout à fait réel. Que deuxièmement, si vous le souhaitez, vous pouvez visiter cette île. Et que troisièmement, il se pourrait bien qu'elle détienne la clé du secret de l'Eldorado. Cet endroit s'appelle Roraima, et il ne s'agit en réalité pas d'une île, mais d'une montagne. En raison de plusieurs facteurs, nous avons l'impression de voir une île flotter au-dessus de nous. Mais tout cela est dû au sommet plat de la montagne. Elle n'a pas de pic, et présente donc un plateau, et les nuages épais qui l'entourent se fondent dans le ciel, créant une illusion d'optique. Malgré les progrès de la technologie satellitaire et l'accès abordable aux voyages en avion, il subsiste encore quelques endroits sur Terre que l'on peut qualifier d'inexplorés. Le mont Roraima est l'un d'entre eux. Il existe depuis près de 2 milliards d'années et constitue l'une des plus anciennes formations rocheuses de notre planète. À titre de comparaison, les dinosaures sont apparus il y a environ 240 millions d'années. Certains scientifiques pensent que cette région faisait autrefois partie d'un supercontinent appelé Gondwana, et qu'à l'époque, ce n'était pas encore une montagne. Lorsque le supercontinent s'est fragmenté, l'érosion a créé cette merveille géologique en forme de table. Cependant, ce qui est intéressant à propos de cet endroit, ce n'est pas son âge, mais le fait qu'il semble encore préhistorique, presque intact. Cela s'explique par l'exploration tardive de cette partie de l'Amérique du Sud. D'ailleurs, nous découvrons encore chaque année de nouvelles espèces de faune et de flore dans ces environs. Pour une montagne, elle est relativement petite, seulement 2810 mètres. Certaines villes sont situées à une plus grande altitude, comme La Paz en Bolivie, qui culmine à 3640 mètres. Des gens pourraient donc vivre dans la région du mont Roraima, malgré son accès difficile. Cependant, il y a un hic. Les Paimon sont les premiers à avoir habité cette région et ils possèdent une tradition mythologique incroyablement riche. Par exemple, leur mythologie met en scène des divinités qui vivent sur les tépuis, des montagnes au sommet plat situées dans les prairies. Ces montagnes sont considérées comme sacrées et interdites aux vivants, car elles seraient le lieu de résidence des esprits ancestraux, les Mawari. Il existe donc des traditions qui interdisent de vivre dans cette région, mais certaines sources affirment néanmoins que des communautés locales y habitent. Cependant, les problèmes ne sont évidemment pas seulement liés aux esprits, mais aussi aux possibilités d'emploi très limitées. Des visites guidées sont toutefois proposées. Que verrez-vous si vous osez vous rendre dans cet endroit? Au pied de la montagne se trouve une forêt tropicale humide à feuilles persistantes, avec des arbres dont la hauteur varie entre 25 et 45 mètres, certains spécimens pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres. La plupart d'entre eux sont endémiques, ce qui signifie que c'est le seul endroit au monde où vous pouvez les trouver. Vous verrez également des orchidées aussi grandes qu'un arbre de taille moyenne. Ce n'est pas surprenant. En raison de l'isolement de cet endroit,
Les espèces qui y vivent ont suivi un parcours évolutif complètement différent de celui de la plupart des espèces végétales et animales de notre planète. Ensuite, vous aurez toutes les chances de tomber sur une cascade au pied du Roraima. Elle coule là depuis des millions d'années. Fait amusant, il n'y a pas de rivière au sommet du Roraima. Ce sont les précipitations qui s'infiltrent dans les roches poreuses qui créent ce spectacle incroyable. Tout cela donne l'impression d'un monde perdu, n'est-ce pas? D'ailleurs, Sir Arthur Conan Doyle s'est inspiré des tepuis et de leurs hauts plateaux pour écrire son roman « Le Monde perdu ». Oui, il n'est pas seulement célèbre pour Sherlock. Parmi ces merveilles naturelles, le Roraima se distingue comme le tepuy le plus accessible. Il existe d'autres formations similaires, mais elles sont beaucoup moins faciles d'accès. Oui, parmi toutes ces montagnes, le Roraima est peut-être le plus facile à atteindre, mais cela reste très difficile, même avec toutes les technologies modernes. Alors, comment a-t-il été découvert? Difficile à dire, mais il existe une théorie étayée par des documents officiels. Au XVIe siècle, Sir Walter Raleigh, admirait son col et sa belle moustache, était une personnalité importante du monde élisabétain, soit le règne d'Élisabeth Ier. En 1594, il entendit parler d'une grande cité d'or située près du fleuve Caroni. Cette idée lui resta en tête. Peut-être voyait-il là un moyen de s'enrichir rapidement. Quoi qu'il en soit, un an plus tard, il partit explorer ce qui est aujourd'hui la Guyane et l'est du Venezuela, et il décrivit avec précision le mont Roraima. Le 22 mars 1595, une flotte anglaise dirigée par Walter Raleigh apparut au large des côtes de Trinidad. Raleigh tenta de se montrer aimable avec les colons espagnols, en faisant du commerce et en les invitant même à bord de ses navires pour se divertir. Après quelques verres, les Espagnols lui révélèrent qu'une certaine personne menait des activités particulières en Guyane, recueillant des informations sur la géographie du territoire et les trésors cachés à l'intérieur des terres. Le 7 avril, Raleigh lança une attaque surprise sur la ville de San José et réussit à capturer cette personne. Après l'avoir interrogé pour obtenir des informations, Raleigh annonça son intention de se rendre en Guyane à la recherche de la légendaire Cité d'Or. Comme ces navires ne pouvaient pas naviguer dans les chenaux étroits du delta de l'Orénoque, Raleigh fit modifier l'un d'entre eux, probablement une galéasse. Ce navire pouvait transporter 60 hommes et 40 autres furent répartis dans des embarcations plus petites. La progression fut lente dans le delta, et ils se perdirent dans ce que Raleigh décrivit comme un labyrinthe de rivières. Finalement, ils arrivèrent au Caño Manamo, puis dans le cours principal de l'Orénoque. Un peu plus en amont, à la confluence de l'Orénoque et du Caroni, Raleigh rencontra un chef indigène nommé Topiawari, avec lequel il s'entendit très bien. Topiawari lui révéla que son peuple avait été chassé de l'intérieur de la Guyane par une tribu féroce venue de l'ouest. Cela renforça la croyance répandue, partagée par les Espagnols et Raleigh, selon laquelle Eldorado abritait des Incas fugitifs venus du Pérou. Topiawari mentionna également que la tribu envahissante était riche en or, et affirma que leur ville la plus proche, à seulement 4 jours de marche vers le sud, était la source des plaques d'or que l'on trouvait dans un vaste rayon. Mais il laissa entendre que des trésors encore plus précieux se trouvaient un plus loin dans les terres. Raleigh se rendit ensuite à l'embouchure du Caroni, mais de forts courants l'empêchèrent d'avancer. Il envoya 2 groupes de reconnaissance à terre tandis qu'il en dirigeait un 3e. Ils trouvèrent quelques pierres brillantes qu'ils s'empressèrent d'extraire du sol, mais la plupart s'avérèrent sans valeur. Ils apprirent qu'un immense lac d'environ 64 km de large, rempli d'or alluvial, se trouvait à la source du Caroni. Cependant, sans moyen d'avancer et avec la montée des eaux de l'Orénoque, Raleigh dut annuler l'expédition, espérant revenir lorsque les conditions seraient plus favorables. Ce n'est qu'en 1616, plus de 20 ans plus tard, que Raleigh obtint de Jacques Ier l'autorisation de tenter une 2e expédition en Guyane. Il assura au roi qu'il pourrait extraire beaucoup d'or d'une mine située près du Caroni, dont il avait entendu parler lors de son précédent voyage. Jacques lui ordonna expressément de ne pas entrer en conflit avec les Espagnols, qui contrôlaient toujours la région de l'Orénoque.
À son arrivée en Amérique du Sud, Raleigh resta à bord du navire et envoya Lawrence Keymis et une équipe à la recherche de la mine. Pour des raisons qui restent obscures, Keymis finit par attaquer et capturer la ville espagnole de Santo Tomé, ce qui entraîna la mort du fils de Raleigh, Watt, au cours de l'escarmouche. Incapable de trouver la mine, l'équipage retourna au navire et, face à la colère de Raleigh, Keymis sauta la vie. De retour en Angleterre, Raleigh fut jugé pour avoir prétendument menti au sujet de la mine et tenté de provoquer un conflit avec l'Espagne, ce qui conduisit finalement à son exécution. Ou peut-être étaient-ce les esprits Maoris qui n'avaient même pas apprécié son intrusion? Nous avons tous grandi en croyant que Stonehenge était le plus ancien observatoire du monde, mais désormais, il a une concurrence sérieuse pour ce titre. Nabta Playa a été construit à plus de 3919 km de distance, dans le sud de l'Égypte, et des milliers d'années, 7500 avant notre ère, avant Stonehenge, entre 3000 et 1500 avant notre ère. Et même les pyramides de Gizeh, entre 2589 et 2504 avant notre ère. En 1973, un guide bédouin, Aïd Marif, est tombé sur un étrange groupe de grandes formations rocheuses en traversant le désert du Sahara. Il a conduit l'archéologue américain Fred Wendorf sur le site situé à environ 96 km du Nil. L'ami et collègue de Wendorf affirme que l'équipe a découvert les pierres en s'arrêtant pour une pause toilette dans le désert. De toute façon, ce qu'ils ont trouvé a changé l'histoire. Au début, Wendorf pensait que les structures en pierre étaient juste des formations naturelles. Mais ensuite, il eut une révélation. Cet endroit était autrefois un lac, ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de roches naturelles ici. Il continua à revenir sur le site pendant des décennies, et au début des années 1990, son équipe découvrit, finalement, un cercle de pierres qui semblait s'aligner avec les étoiles d'une manière inexplicable. Après 7 longues années à essayer de percer le mystère du site, Wendorf contacta un expert en archéoastronomie. Ils étudient comment les anciens utilisaient les étoiles. Un soir, alors que l'expert était assis dans le sable frais du désert, regardant les pierres, il se rendit compte qu'elles formaient un motif irradiant à partir d'un immense tumulus funéraire. Une par une, au fur et à mesure qu'ils creusaient dans le sédiment, les mégalithes enterrés commençaient à s'aligner comme les rayons d'une roue. L'équipe avait déjà utilisé la datation au radiocarbone pour tester des échantillons provenant de foyers et de toitures en bois de tamaris trouvées à l'intérieur du cercle de pierre. Nabta Playa comptait des dizaines de pierres dressées, toutes hautes de quelques pieds. Certaines d'entre elles s'alignaient exactement avec le lever du soleil lors de jours spéciaux, et d'autres correspondaient avec des étoiles brillantes dans le ciel. À l'intérieur du grand cercle, il y avait 6 pierres spéciales qui ont peut-être été utilisées pour des rituels ou pour marquer des moments importants de l'année. Autour d'elles, 29 pierres dressées pourraient avoir fonctionné comme un calendrier simple pour aider les gens à savoir quand il était temps pour quelque chose d'important, comme le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Lorsque le soleil se levait juste au bon endroit, c'était un signe que la saison des pluies approchait. Le cercle de pierre était autrefois aligné avec les étoiles les plus brillantes du ciel septentrional. Arcturus, Sirius et Alpha du Centaure. Certaines pierres pointaient même vers la constellation d'Orion. En suivant le mouvement d'Arcturus à travers le ciel, ils ont découvert qu'il correspondait parfaitement au cercle autour de 4800 avant notre ère. Cela signifie qu'il s'agit du plus ancien site astronomique jamais découvert, et les habitants de Nabta Playa observaient peut-être les étoiles des milliers d'années avant même l'invention des télescopes. Il semble que cela avait une énorme signification pour les personnes vivant et voyageant à travers le désert. Il y a plus de 1000 ans, la longue, froide et sèche ère glaciaire qui avait duré des dizaines de milliers d'années commençait enfin à s'estomper. L'Afrique du Nord a reçu des pluies et des moussons massives qui ont rempli les lacs saisonniers, Playa. Ainsi, certaines parties du désert se sont transformées en oasis éphémères. Pour les peuples nomades qui parcouraient dans cette terre inhospitalière, ces pluies estivales étaient tout. Leur mode de vie tout entier tournait autour du bétail. Lorsque les archéologues ont ouvert le tombeau central à Nabta Playa, ils ont découvert des ossements de bovins et même un énorme rocher sculpté en forme de vache. Les personnes qui l'ont construit ont utilisé les étoiles pour se guider et trouver des points d'eau cachés comme Nabta Playa, qui contenaient probablement de l'eau pendant environ 4 mois par an, à partir des moussons d'été. Mais il n'y avait pas d'étoiles polaires à l'époque.
Ils se sont donc plutôt orientés en utilisant les étoiles brillantes et la façon dont le ciel semblait tourner en cercle au-dessus d'eux. Lorsque les lacs étaient au plein, les pierres debout étaient en partie submergées. Et depuis la rive ouest, vous pouviez voir le reflet des étoiles sur l'eau sombre. Nabta Playa est bien moins célèbre que Stonehenge, peut-être parce que ces pierres étaient enterrées, alors que le célèbre site en Angleterre était accessible aux visiteurs depuis des milliers d'années. Malheureusement, lorsque Nabta Playa est devenu célèbre, certains touristes ont endommagé des parties en déplaçant des pierres, ce qui a perturbé les alignements stellaires anciens. Pour le protéger, les autorités ont déplacé l'ensemble vers un musée, où les gens peuvent voir les pierres et la statue de vache sculptée sans les endommager. L'observatoire égyptien n'est pas la seule construction semblable à Stonehenge. Il existe des versions qui ont été utilisées à des fins différentes. De l'Allemagne, anneau de Pemelt, et la France, alignement de Karnak, aux États-Unis, Stonehenge d'Amérique dans le New Hampshire et aux Andes dans le nord du Pérou. Ce dernier est en fait l'une des plus anciennes grandes structures jamais construites dans cette région. La place circulaire est constituée de 2 immenses murs de pierre disposés en anneaux. Elle était probablement utilisée pour des cérémonies et des rassemblements. Les scientifiques ont effectué une datation au carbone et ont estimé son âge à environ 4750 ans, ce qui signifie qu'elle a été construite avant les grandes pyramides d'Égypte et Stonehenge. La place comportait 2 entrées et une couche spéciale d'argile, de terre, de gravier et de charbon de bois en dessous. Elle a été soigneusement planifiée et construite. Les archéologues ont également trouvé des pièces en céramique, des cristaux de quartz et des pierres précieuses sur le site, ce qui montre qu'il s'agissait certainement d'un lieu spécial. Des gens l'ont visité pendant des siècles, mais à un moment donné, vers 500-200 avant Jésus-Christ, il a été fermé, probablement en raison de l'évolution des croyances et des traditions. La découverte la plus récente, février 2025, est celle des vestiges d'un grand cercle de bois, datant approximativement de la même époque, et ayant des parallèles avec Stonehenge, tout en haut au Danemark. Cette structure en plein air faisait probablement partie d'une zone spéciale où les peuples préhistoriques du néolithique final et de l'âge du bronze ancien, nommé 600 à 1600 avant l'ère commune, se rassemblaient pour des rituels et des cérémonies. Le cercle était composé de 45 gigantesques poteaux en bois, formant un énorme anneau d'environ 30 mètres de large. Le bois a disparu maintenant, mais les scientifiques pensent que de hauts bois se dressaient autrefois dans les trous et créaient une impressionnante henge de bois. Personne ne sait exactement à quoi ces cercles étaient utilisés, mais les archéologues ont trouvé des ossements d'animaux et des restes de nourriture sur des sites similaires. Donc les gens se rassemblaient probablement là pour des festins et des rituels. En 2024, des scientifiques ont découvert 2 cercles de pierres anciens datant de la période néolithique dans le parc national de Dartmoor, en Angleterre. Certains archéologues pensent qu'ils pourraient former un arc sacré. Beaucoup des structures de pierre de Dartmoor ont été construites en forme courbée sur les hauteurs au centre de la zone. Il y a longtemps, Dartmoor était couvert de forêts, donc les gens ont peut-être utilisé ces hauteurs comme repères importants. Un des nouveaux cercles découverts s'intègre à l'intérieur de cet arc, mais l'autre est à l'extérieur, au nord. Cela aurait pu être un point d'entrée dans l'arc. Il y a également une levée de terre près des pierres, qui ressemble à d'autres sites néolithiques célèbres, comme le cercle de Brodgar en Écosse et Stonehenge lui-même. Cela signifie que les personnes qui ont construit ces cercles ont peut-être visité Stonehenge ou en ont été inspirées. Des archéologues à Oman ont découvert d'anciens monuments en pierre appelés trilithes, qui ont reçu le surnom de Stonehenge arabe. Ils ont été achevés il y a environ 2000 ans. Mais personne ne sait avec certitude qui les a construits ni pourquoi. Les scientifiques ont également trouvé des haches en pierre extrêmement anciennes, âgées de 3000 à 1,3 million d'années, datant de l'époque où les premiers humains ont quitté l'Afrique. Sur un autre site, Nafun, au centre d'Oman, des archéologues ont découvert une tombe néolithique datant d'environ 5000 à 4600 avant notre ère. Il y a 2 chambres contenant les ossements de dizaines de personnes sous une gigantesque structure mégalithique. À proximité, ils ont également découvert des gravures rupestres réalisées par des personnes qui ont vécu dans la région de 5000 avant notre ère à 1000 de notre ère. Et puis, il y a un autre sosie de Stonehenge, cette fois en Arabie Saoudite, qui a été utilisé comme complexe d'appartements il y a des milliers d'années. Des archéologues ont découvert un total de 345 cercles de pierre,
en examinant des photos aériennes d'un champ de lave. Chaque cercle mesure entre 4 et 8 mètres de large et possède au moins une grande pierre dressée au centre. Ces structures conservent encore des vestiges de murs de pierre et de portes. Les cercles de pierre comme Stonehenge sont souvent associés à des cérémonies et des rituels. Mais les scientifiques disent que de nombreuses maisons anciennes étaient en réalité construites en forme ronde et que les maisons rectangulaires ne sont devenues courantes que bien plus tard dans l'histoire. En 2021, alors qu'il forait à environ 3 mètres sous la surface gelée du permafrost de Sibérie nord-orientale, des chercheurs ont mis au jour une forme de vie figée depuis 24 000 ans. Puis, ils lui ont redonné vie, avant de la cloner. Ou, pour être plus précis, elle s'est clonée toute seule. Cela pourrait évoquer le prologue d'un récit d'épouvante, mais rassurez-vous, il n'en est rien. Ce que les scientifiques ont exhumé, c'est un organisme microscopique en état de congélation, susceptible de bouleverser en profondeur notre compréhension des mécanismes de l'évolution et de la survie. Les minuscules êtres ainsi exhumés sont des rotifères bédéloïdes, de petits animaux microscopiques pourvus de bouches en forme de roue, dont ils se servent aussi bien pour se mouvoir que pour se nourrir. Découverts pour la première fois en 1696, ils sont relativement répandus dans les milieux d'eau douce à travers le globe, avec quelques espèces adaptées à l'eau salée. Ils pourraient donc sembler dénués d'intérêt. Pourtant, depuis que les premiers microscopes ont permis de les observer, ils fascinent les chercheurs. Bien que ne mesurant que quelques dizaines de microns, ils présentent une complexité étonnante, disposant d'un cerveau, d'un tube digestif, de muscles et même d'un système reproducteur. Et si cette complexité renfermait en elle le secret d'une résilience ultime, peut-être même applicable à l'être humain? Examinons cela de plus près. Ces organismes sont des extrémophiles, capables de survivre à une déshydratation totale à n'importe quelle étape de leur cycle de vie, pour ensuite ressusciter une fois réhydratés. Et ce n'est pas tout. Ils peuvent endurer des conditions parmi les plus hostiles sur Terre, ou dans l'espace, voire rester ensevelis dans les glaces sibériennes pendant des dizaines de millénaires. Ce phénomène s'explique par leur capacité à entrer en cryptobiose, un état dans lequel les organismes suspendent leur métabolisme et deviennent presque inactifs. Si cela peut sembler relever du jargon scientifique, sachez que ce principe sous-tend aussi la conservation de nombreux produits que nous consommons au quotidien. Prenons l'exemple de la levure. Les cellules vivantes de levure sont enveloppées d'une couche protectrice faite de cellules mortes et de quelques nutriments. Elle peut se conserver à température ambiante, mais c'est l'exposition au froid, réfrigérateur ou congélateur, qui active une forme de cryptobiose, prolongeant considérablement sa durée de vie. Durant la cryptobiose, les rotifères accumulent divers composés protecteurs, dont les protéines chaperon, qui jouent un rôle essentiel dans leur capacité à se régénérer une fois les conditions redevenues favorables. Celles-ci agissent comme de petits gardes du corps. Leur fonction est d'empêcher les autres protéines de se détériorer sous l'effet du stress. Lorsque l'organisme subit un stress, qu'il soit dû à une exposition au froid, à la chaleur, à des toxines, à la déshydratation ou même au vieillissement, les protéines contenues dans nos cellules peuvent perdre leur structure. Or, une protéine ne peut remplir sa fonction que si elle adopte une forme bien précise. Dès que ce pliage se défait, la protéine devient non seulement inefficace, mais elle peut aussi se révéler néfaste. Ces protéines mal repliées peuvent s'accumuler dans les cellules et perturber leur fonctionnement. Dans certains cas, elles s'agglutinent et finissent même par l'empoisonner. Ce type de détérioration est d'ailleurs associé à certaines maladies graves, comme celle d'Alzheimer ou de Parkinson. Mais si les rotifères peuvent produire des protéines aptes à préserver l'intégrité cellulaire dans des conditions extrêmes, ne pourrait-on pas en tirer parti pour protéger les cellules humaines des maladies et du vieillissement? En analysant les couches de glace où ces rotifères ont été extraits, on a pu déterminer qu'ils étaient congelés depuis au moins 24 000 ans. Cette découverte marque une avancée spectaculaire, les recherches antérieures ne leur attribuant qu'une capacité de survie d'une dizaine d'années dans un état gelé. Voilà un record remarquable. Cette période correspond à ce que l'on appelle l'époque du Pléistocène tardif, une période dominée par l'ère glaciaire. Cela signifie que ces invertébrés étaient déjà en dormance lorsque Mani et Sid, les héros fictifs de l'âge de glace, arpentèrent les étendues gelées en compagnie des fameux tigres à dents de sabre et autres paresseux géants. Petite anecdote, contrairement à leur représentation dans des films tels que L'âge de glace, les mammouths laineux n'étaient pas aussi gigantesques qu'on l'imagine. Leur taille et leur poids étaient en réalité comparables à ceux d'un éléphant d'Afrique contemporain. Il est fascinant
et cruel de constater que ces créatures colossales issues de l'ère glaciaire ont disparu, tandis qu'un minuscule organisme, étrange et discret comme le bédéloïde, a traversé les millénaires sans faillir. Pour en revenir à notre créature, après son dégel, l'organisme n'a pas seulement repris ses mouvements, il a aussi entamé un processus de reproduction. Cela est rendu possible par la parthénogenèse, une forme particulière de reproduction, dans laquelle les embryons se développent à partir d'œufs non fécondés, permettant à l'organisme de se reproduire de façon autonome. Ce procédé s'apparente à une forme de clonage naturel. De nombreux êtres vivants, certains insectes, reptiles, voire quelques espèces d'oiseaux, y ont recours, du moins dans des conditions précises. Chez les abeilles, par exemple, les mâles naissent d'œufs non fécondés par ce biais, ce qui les rend génétiquement identiques à leur mère. Néanmoins, la parthénogenèse est souvent perçue comme un handicap sur le plan évolutif, car elle engendre une diversité génétique limitée, conduisant généralement les espèces qu'on est concernées à disparaître. Pourtant, les rotifères bédéloïdes ont évolué en plus de 450 espèces distinctes sur des millions d'années, un fait d'une rareté exceptionnelle. Leur persistance serait liée à plusieurs adaptations remarquables. La capacité de suspendre leur métabolisme grâce à la cryptobiose, de réparer leur ADN par des protéines spécialisées, et même d'acquérir des gènes utiles issus d'autres organismes par un processus appelé transfert horizontal de gènes. Contrairement à la majorité des animaux qui dépendent exclusivement de l'ADN hérité, ces créatures ont la faculté de s'approprier le matériel génétique de bactéries, de champignons, voire de plantes. Elles l'intègrent ensuite à leur génome, afin d'adopter de nouveaux attributs de survie. Des études ont révélé que jusqu'à 10% de leur génome actif serait d'origine extérieure. Ceci pourrait expliquer leur résistance. Elles incorporent des gènes favorisant la tolérance au stress, la dégradation des toxines ou la réparation des dommages dus aux radiations, modifiant ainsi leur ADN en temps réel. Il ne s'agit pas d'un processus comparable à celui du flagelleur mental de Stranger Things, où une créature en assimile d'autres pour croître et se renforcer. Il faudrait plutôt y voir le stratagème d'un espion subtil, dérobant les plans secrets d'un laboratoire concurrent. Lorsqu'une cellule éclate, comme dans le cas de bactéries mourant à proximité, les bédéloïdes capturent pour les fragments d'ADN dispersés et les incorporent à leur génome. Il est d'ailleurs étonnant de constater que leur espérance de vie en temps normal n'excède guère 2 semaines. L'échantillon de sol qui renfermait ces rotifères contenait également des nématodes, ou vers ronds, une autre catégorie de micro-organismes reconnus pour leur aptitude à survivre des dizaines de milliers d'années dans la glace. Et cela ne se limite pas aux seuls animaux microscopiques. Les chercheurs sont parvenus à faire repousser de la mousse antarctique, ainsi que des plants entiers de silène à partir de graines ou d'échantillons restés congelés pendant plusieurs siècles, voire millénaires. En 2016, une équipe japonaise est même parvenue à ranimer des tardigrades, ces oursons d'eau, après 3 décennies passées en cryptobiose. Les tardigrades impressionnent d'autant plus qu'ils peuvent demeurer en vie, plongés dans un état de suspension, pendant près de 30 ans, sans nourriture ni eau, tout en résistant à des écarts de température allant d'un froid extrême à 150 degrés. Ils supportent également des pressions abyssales, le vide spatial, la microgravité et les radiations intenses de l'espace. Vous vous souvenez que nous avons dit que ces espèces survivaient aux pires conditions terrestres, et même au-delà, ce n'était nullement exagéré, et vous comprenez désormais pourquoi. C'est bien cette robustesse qui a poussé la NASA et ses collaborateurs à envoyer des rotifères bédéloïdes et des tardigrades en orbite. Ils ont même séjourné à bord de la Station spatiale internationale, où ils ont permis aux chercheurs d'étudier les effets de la microgravité, des radiations et du stress. Mais ce n'est pas tout. En 2007, l'Agence spatiale européenne a envoyé un groupe de tardigrades en orbite terrestre basse, totalement exposés, sans protection, livrés au vide spatial. Ils ont été soumis aux radiations cosmiques, à des ultraviolets 1000 fois plus intenses que ceux frappant la surface terrestre, et à des températures proches du zéro absolu. Et à leur retour, la majorité a repris vie, et s'est même reproduite en dépit des conditions extrêmes qu'ils avaient subies. Ce constat évoque une vieille hypothèse scientifique, la panspermie, l'idée selon laquelle la vie ne serait pas née sur Terre, mais y aurait été introduite, portée par des poussières cosmiques ou emprisonnée dans des météorites. Autrefois reléguée aux marges de la science, cette théorie paraît soudainement moins fantaisiste lorsque l'on observe des organismes survivre à de telles agressions cosmiques, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il des humains? Cela signifie-t-il que nous maîtrisons enfin les mécanismes de l'hibernation et sommes prêts à les appliquer à notre espèce? Hélas,
La réalité demeure plus proche de la science-fiction. Toutefois, l'étude des rotifères, des tardigrades et d'autres organismes d'une résilience comparable pourrait ouvrir la voie à des avancées majeures dans divers domaines. Leur extraordinaire robustesse pourrait bien servir de modèle, un modèle pour la médecine, pour redéfinir le vieillissement, voire suspendre l'élan vital ou l'étirer. Il s'agit d'innovations concrètes, mieux préserver les organes humains pour les greffes, concevoir des traitements ralentissant le vieillissement cellulaire, et peut-être, un jour, permettre une hibernation cryogénique assez longue pour entreprendre un voyage interstellaire. Des pas résonnèrent derrière lui. Le cœur battant la chamade, il bondit vers la statue imposante, de ses doigts cherchant la crevasse dissimulée. Le temps pressait. Il l'enfonça au moment où les cris se rapprochaient. Il respira profondément, son cœur comme un tambour. Puis il courut, disparaissant dans l'obscurité, laissant son secret enfoui dans la pierre, en attente d'être découvert. Au cours de l'histoire, les statues n'ont pas seulement été les gardiennes silencieuses du passé. Elles ont aussi servi de cachette, certains objets disparaissant pour toujours, d'autres découverts au hasard des fouilles. Découvrez leurs secrets les plus mystérieux. En 2016, alors que des experts australiens préparaient une statue vieille de 645 ans pour une vente aux enchères, ils découvrirent qu'elle abritait un secret. Un billet de banque ancien dissimulé à l'intérieur de sa tête creuse. Émis en 1371 sous l'empereur Zhou Yuanzheng, le billet valait 1000 pièces de cuivre ou 28 grammes d'argent. Plus frappant encore, il portait un avertissement sinistre. Malgré que la statue ait eu plusieurs propriétaires, personne n'eut connaissance de ce billet pendant des siècles. Rare vestige d'une époque où la monnaie en papier était encore une nouveauté, ce billet fut rapidement mis aux enchères, poursuivant son voyage à travers le temps dans le monde moderne. Les statues sont devenues plus que de simples symboles. Elles étaient à présent les gardiennes et conservatrices de l'histoire, et parfois même des outils salvateurs. En 2017, des experts en restauration qui travaillaient sur une statue du XVIIIe siècle en Espagne firent une découverte remarquable. Dissimulées dans l'intérieur creux de la statue se trouvaient 2 lettres écrites en 1777, offrant un aperçu de la vie quotidienne, des coutumes locales et de l'économie de l'époque. De manière similaire, en 2023, lors de rénovation à l'Académie militaire des États-Unis à West Point, une boîte fut découverte à l'intérieur du socle de marbre d'une statue représentant le héros Tadeusz Kościuszko. Placée là il y a presque 200 ans, cette capsule temporelle nous offre un lien tangible avec le passé riche en histoire de l'institution. Le mystère entourant les statues et leur potentiel à dissimuler des secrets s'étend à certains des monuments les plus emblématiques du monde. Peu d'endroits sont aussi enveloppés de mystères que le Grand Sphinx de Gizeh. Pendant des siècles, archéologues, historiens et explorateurs ont spéculé sur ce qui pourrait être caché sous sa massive silhouette de calcaire. Certaines personnes pensaient que le Sphinx dissimulait la légendaire salle des archives, une hypothétique bibliothèque contenant un savoir ancien, peut-être même la sagesse perdue de l'Atlantide. Ces dernières années, les avancées technologiques des radars à pénétration de sol ont révélé des cavités sous le Sphinx, amenant de nombreux experts à croire que la statue pourrait cacher des chambres ou des passages encore inconnus, certains éventuellement liés à des tombes royales ou à des structures souterraines. L'existence potentielle de chambres cachées sous le Sphinx captive notre imagination depuis des générations. Mais ce qui est peut-être encore plus intriguant, c'est le travail récent, effectué par des chercheurs de l'Université de New York, qui ont étudié les forces environnementales qui ont façonné le Sphinx. Après avoir modélisé l'impact des vents anciens, les chercheurs ont pu conclure que le Sphinx avait été initialement formé par une érosion naturelle, avant que les humains ne perfectionnent davantage sa forme. De telles révélations ouvrent de nouvelles voies pour comprendre la fonction du monument, ainsi que l'importance culturelle et spirituelle qu'il détenait à l'époque. Les anciens Égyptiens vénéraient Sobek, le dieu à tête de crocodile représentant la puissance et le Nil, et momifiaient souvent des crocodiles pour lui rendre hommage. Ces créatures étaient déplacées dans des temples ou des tombes en tant qu'offrande aux dieux ou pour garantir un passage sûr vers l'au-delà. Récemment, un groupe de chercheurs s'est lancé dans une étude intéressante sur un crocodile momifié par les embaumeurs égyptiens. Ils ont utilisé un scanner qui leur a révélé toutes sortes de détails fascinants sur la façon dont ce crocodile avait vécu et ce qui était arrivé à son corps par la suite. Pour les anciens Égyptiens, les animaux n'étaient pas simplement des compagnons domestiqués.
Ils jouaient un rôle majeur dans leurs rituels, servant de passerelle entre les humains et les dieux. Les faucons, par exemple, étaient associés à Horus, la divinité solaire, car leur vol les rapprochait du soleil. Les chats étaient liés à Bastet, déesse mère féroce et protectrice. Les crocodiles étaient parmi les animaux que l'on momifiait le plus souvent. On considérait ces reptiles comme des symboles de Sobek, le seigneur du Nil, dont la présence annonçait la crue annuelle qui apporterait l'eau et le sol fertile nécessaires à l'agriculture. Dans le passé, l'étude de tels artefacts risquait souvent d'endommager la momie, mais grâce aux techniques d'imagerie moderne, les chercheurs ont pu examiner le crocodile sans l'abîmer. Les radiographies et les scanners ont révélé que le système digestif du crocodile était rempli de petites pierres appelées gastrolites, que les crocodiles ingèrent souvent pour faciliter leur digestion et maintenir leur flottabilité. Au milieu de ces pierres, ils ont aussi trouvé un hameçon en métal et un poisson. Cela suggère que ces grands crocodiles momifiés étaient capturés dans la nature à l'aide d'hameçons et de poissons. Cela correspond à ce que les historiens grecs anciens ont écrit sur la vie en Égypte. Enfin, presque. Les Grecs croyaient que les Égyptiens utilisaient des porcs pour attirer les crocodiles. Ainsi, comme vous l'avez remarqué, les chercheurs et les archéologues utilisent des technologies de pointe et un travail pratique minutieux pour découvrir les secrets des civilisations anciennes. Le processus commence par des relevés utilisant des radars à pénétration de sol et la numérisation 3D pour détecter des chambres cachées, des tunnels ou des anomalies sous la surface. Une fois un site prometteur identifié, une excavation soigneuse commence. Les couches de sol et de débris sont retirées lentement, afin que rien ne soit endommagé ou perdu. Une exposition au Rijksmuseum à Amsterdam présente une remarquable statue tibétaine du XVe siècle, en cuivre doré, de Guya Samaja Akshobhya. Cette figure, qui symbolise l'unité des forces opposées et un état supérieur d'éveil spirituel, était auparavant inconnue de la collection du musée. Une étude récente de cette statue a révélé des reliques et des parchemins cachés à l'intérieur de sa structure creuse, offrant des perspectives profondes sur les pratiques religieuses de l'époque. L'exposition présente plus de 75 chefs-d'œuvre d'Asie, parmi lesquels la statue récemment acquise de Guya Samaja Akshobhya, et met en lumière le savoir-faire complexe et la signification spirituelle enracinée dans de tels artefacts. Au cœur de Vérone, un secret était caché depuis des décennies à l'intérieur de la statue en bronze de Juliette. Sculptée en 1969, elle est devenue un symbole de l'amour, et de nombreux visiteurs viennent la toucher en quête de romance et de chance. Mais sous sa surface polie, Juliette cachait quelque chose d'extraordinaire. Au fil du temps, ses caresses ont formé de minuscules fissures dans sa surface. Les amoureux du monde entier glissèrent des lettres à l'intérieur de ces fissures, des confessions, des supplications désespérées, des promesses éternelles. Certains y jetaient des clés, scellant leur amour, avec des cadenas devenus alors impossibles à ouvrir. En 2014, des experts en restauration ont fait une découverte surprenante. Alors qu'ils travaillaient à réparer la statue, ces centaines de déclarations d'amour et de clés rouillées ont été mises au jour. Tous ces vœux oubliés enfermés dans le corps de Juliette. Les statues servent souvent de symbole pour le pouvoir et la force. Cependant, ces derniers temps, les statues ont également été utilisées pour transmettre des messages aux générations futures. Le concept de capsule temporelle, un objet ou une collection d'objets placés dans un conteneur scellé puis enterré ou caché pour être découvert plus tard, a une longue histoire. Et à l'époque moderne, les statues étaient parfaites pour servir de capsule. Elles permettaient aux gens de communiquer avec les générations futures d'une manière très concrète. En 2014, alors que des ouvriers retiraient avec précaution un lion doré au sommet de l'ancienne maison d'État de Boston pour une restauration, ils ont fait une découverte surprenante. Quelque chose cliquetait à l'intérieur de sa tête creuse. Un article du Boston Globe de 1901 mentionne une capsule temporelle cachée. Mais au fil des ans, l'histoire a été oubliée. Puis, un descendant du sculpteur a découvert une lettre et a appris la vérité. À l'intérieur de la tête du lion se trouvaient des journaux, des photographies, des autographes et des lettres appartenant à un passé lointain, des messages scellés pendant plus d'un siècle. Lorsque la capsule fut ouverte, c'était comme si l'histoire elle-même retenait son souffle. Les autorités ont prévu de poursuivre cette tradition en ajoutant des artefacts modernes avant de refermer la tête creuse du lion afin que ses trésors soient redécouverts au XXIe siècle.
Nous ne savons pas si elles l'ont réellement fait, cependant. Les progrès des technologies d'imagerie ont permis aux chercheurs de dévoiler des détails cachés dans des sculptures célèbres sans les endommager. En 2014, des experts en restauration au Mexique ont fait une découverte en examinant une statue en bois vieille de 300 ans. De véritables dents humaines étaient cachées sous son visage serein. Cette révélation n'a pas été faite par la fouille, mais par la technologie. Lorsque les préservationnistes ont pris une radiographie de la statue, s'attendant à trouver des détails structurels, ils ont vu une denture parfaite, intégrée dans la bouche. Contrairement à d'autres statues historiques de la région, qui contenaient parfois de vrais cheveux que les gens avaient donnés aux statues, cette découverte était complètement inattendue. Ceci est un véritable cerveau humain. Enfin, ce qu'il en reste, un nuage de cendres brûlant l'a transformé en verre. Cette transformation incroyable s'est produite il y a presque 2000 ans lorsque le mont Vésuve a décidé que le temps se prêtait parfaitement à une petite éruption qui détruirait les villes de Pompéi, d'Oplontis et d'Herculanum. Ce cerveau appartenait à un jeune homme qui vivait en 79 de notre ère à Herculanum. Pas la ville romaine la plus célèbre, mais ce fut le premier endroit à être découvert sous les cendres du Vésuve, en 1709. Environ 200 ans plus tard, des archéologues ont trouvé les restes de ce jeune homme allongé à plat ventre sur un lit. Toute la fumée et les cendres l'avaient probablement désorienté, et, tandis que la plupart des citoyens d'Herculanum se précipitaient vers le rivage, espérant être secourus, notre homme s'était retrouvé piégé à l'intérieur d'une maison et avait perdu connaissance. Étrangement, cela a sauvé son cerveau de la destruction totale. Mais comment diable un cerveau peut-il se transformer en verre ? Eh bien, lorsque le mont Vésuve est entré en éruption, il n'a pas expulsé seulement de la lave, il a également envoyé un nuage de cendres vraiment super chaud avant que la lave solidifiée puisse s'écouler. Ce type de lave, connu sous le nom de coulée pyroclastique, peut atteindre une température de 465 degrés Celsius, ce qui est assez insensé. C'est suffisamment chaud pour faire fondre votre cerveau, mais pas assez pour le transformer en verre. Cependant, le nuage de cendres, lui, peut atteindre des températures comprises entre 500 et 600 degrés. Mais pour transformer quelque chose en verre, vous n'avez pas seulement besoin de chaleur, vous avez aussi besoin d'un refroidissement rapide. Pour faire simple, vous devez chauffer l'objet à une température suffisamment élevée pour qu'il fonde et devienne liquide. Si vous le laissez refroidir lentement, les molécules de ce liquide commenceront à s'organiser calmement en forme de cristaux. Mais si l'objet refroidit très rapidement, il se solidifiera en gardant la forme prise par le liquide. Un peu comme quand on fait des glaçons. Si vous versez de l'eau dans un bac et que vous le mettez au congélateur, elle se transformera en glace parce qu'elle refroidit rapidement. Mais si vous laissez l'eau à température ambiante, elle s'évaporera lentement. Cela signifie que le cerveau a fondu en raison d'une température extrêmement élevée. Mais avant qu'il ne puisse cristalliser, par exemple, ou simplement s'évaporer, il est devenu très froid. Le flux de l'éruption n'était pas assez chaud. Mais le nuage de cendres qui a atteint la ville avant la coulée pyroclastique l'était assez pour déclencher ce processus, et assez rapide aussi pour partir juste au bon moment. Pour déterminer la température exacte nécessaire à cette transformation d'un cerveau en verre, les scientifiques ont utilisé une technique appelée calorimétrie différentielle à balayage. Ce nom sophistiqué signifie essentiellement qu'il chauffe des éclats de verre, afin de pouvoir observer le moment où ils commencent à changer de forme. Ils ont découvert que le nuage de cendres devait être à exactement 510 degrés Celsius pour que les cellules cérébrales se mettent à fondre. Maintenant, souvenez-vous de ce que j'ai dit à propos de cet homme qui se trouvait à l'intérieur d'une maison alors que la plupart des citoyens étaient à l'extérieur. Eh bien, ces gens ont également été exposés à ce changement de température, mais ils ne se sont pas transformés en verre car ils n'étaient pas protégés par les murs d'un bâtiment. La protection offerte par le crâne a sûrement aidé notre homme, mais ce n'était pas suffisant. Et comme les autres n'étaient pas protégés par des murs de briques, leurs cerveaux sont simplement partis en fumée. Et avant que vous ne me le demandiez, sachez que non, aucune autre partie de son corps ne s'est transformée en verre. Vous voyez, il faut un peu de liquide pour que le processus de fabrication du verre se produise. Le cerveau contient beaucoup d'eau et de graisse, ce qui en fait un candidat idéal pour ce processus de vitrification. D'autres organes pouvaient bien sûr contenir du liquide, mais ils n'étaient pas aussi protégés que le cerveau. Ils ont donc été détruits par la chaleur. Et les os? Eh bien, les os ne contiennent pas assez de liquide. Donc, ils sont restés tels quels, ceux qui n'ont pas été carbonisés, tout au moins. Lorsque le cerveau s'est transformé en verre,
Il ressemblait beaucoup à une pierre d'obsidienne, une sorte de verre volcanique formé par la lave refroidie d'un volcan. L'archéologue médico-légal qui a découvert ce cerveau vitrifié a même d'abord pensé qu'il s'agissait simplement d'une pierre. Il examinait les os de notre héros lorsqu'il a remarqué quelque chose de brillant à l'intérieur de son crâne, au milieu de toutes les cendres volcaniques qui le remplissaient. À sa surprise, cette chose était bien plus fragile que l'obsidienne, et plus petite aussi, avec certains fragments mesurant seulement quelques millimètres de large. Il n'a compris que cela faisait partie du cerveau de ce jeune homme qu'après avoir apporté le verre dans un laboratoire. À l'aide d'un microscope, il a découvert qu'il ne s'agissait pas d'une pierre, mais d'un tissu organique. Les cellules qui composent nos organes. Ce tissu organique était constitué de protéines, une molécule produite par les êtres vivants comme les animaux et les plantes. Et ce n'était pas n'importe quelle protéine. Celle-ci était spécifique au cerveau humain car chaque organe est composé de différents types de protéines. Les chercheurs ont également trouvé des cellules nerveuses dans ce morceau de verre, avec les espèces de vrilles qui leur permettent de recevoir et d'envoyer des messages. Le microscope a également montré ce qui restait de la myéline, une substance graisseuse qui aide les messages voyageant le long des nerfs à aller plus vite. Ce n'est pas la première fois que des scientifiques découvrent des cerveaux humains préservés. En fait, plus de 4000 cerveaux ont été trouvés depuis le XVIIe siècle. Si vous trouvez que ce n'est pas beaucoup, gardez à l'esprit que trouver un cerveau préservé dans un squelette alors que les autres organes ont disparu n'est absolument pas courant. Vous voyez, le cerveau humain est en réalité la première chose à se décomposer lorsque nous sommes à 6 pieds sous terre, et il se transforme habituellement en liquide. Lorsque les scientifiques découvrent un cerveau humain, celui-ci est généralement desséché, congelé ou littéralement transformé en savon. Un cerveau peut être déshydraté si une personne périt dans un endroit très chaud, comme un désert. On trouve des cerveaux congelés, évidemment, dans des lieux extrêmement froids, comme les toundras polaires. Un cerveau transformé en savon peut sembler étrange, mais ce processus de saponification n'est en réalité pas si rare. Il faut beaucoup de graisse et d'huile pour fabriquer du savon, et le cerveau humain en est rempli. C'est un processus complexe, mais si vous trouvez un cerveau transformé en savon, c'est qu'il a dû être enterré dans un endroit très humide et pauvre en oxygène. En 1982 par exemple, des ouvriers ont découvert des dizaines de squelettes humains dans un étang en Floride. Ils avaient tous 8000 ans, et 91 d'entre eux avaient encore le cerveau à peu près intact. Et par intact, j'entends qu'ils s'étaient transformés en une sorte de gelée savonneuse. Au cours des années 2000, les cerveaux de 45 personnes ont été découverts en Espagne, préservés grâce à ce processus de saponification. Cette découverte a aidé les chercheurs à comprendre la composition chimique du cerveau et à connaître les conditions météorologiques qui régnaient au moment du décès de ces personnes. Les scientifiques ont également découvert en Turquie 2 cerveaux âgés de 3700 ans, appartenant à un homme d'âge moyen et à un adolescent qui tentèrent de fuir une attaque. Cette fois, les cerveaux s'étaient transformés en charbon en raison d'un incendie à très haute température. Mais bien que leur crâne ait préservé leur cerveau dans cet état, le processus de chauffage et de refroidissement n'a probablement pas été assez intense pour les vitrifier. Mais ça, c'est la première fois dans l'histoire que des scientifiques trouvent un cerveau qui s'est naturellement transformé en verre. C'est un peu comme de découvrir une licorne, mais d'une manière scientifique. Alors, que signifie cette découverte? Eh bien, pour commencer, elle nous offre un aperçu de la vie de ces gens qui vivaient à cette époque lointaine. Deuxièmement, les scientifiques ont appris une technique incroyable pour préserver le cerveau humain. Cela montre également à quel point la nature peut être puissante, suffisamment puissante pour transformer un cerveau en verre, mais assez délicate pour le préserver pendant des milliers d'années. Alors, faisons un clin d'œil au jeune homme qui a, sans le savoir, contribué ainsi au progrès de la science. Il n'avait probablement aucune idée que son cerveau deviendrait un jour la vedette d'une découverte révolutionnaire. Sa fin tragique nous a offert un aperçu fascinant du passé.